Très heureux de vous savoir aussi nombreux à nous suivre en ce moment. Il est 13h à Bamako, même heure à Welesebugu et 16h en Israël. Le journal Moussa Papa Aïdara. 13h dimanche pour vous, mesdames, messieurs, les femmes rurales au cœur de l'actualité. Ce 15 octobre met en lumière le rôle et la situation des femmes des zones rurales, tout en les célébrant. Une célébration 2023 autour du thème « L'émergence politique des femmes rurales, facteur de leur autonomisation accrue ». Dans quelques minutes, nous serons en direct avec la directrice de la promotion de la femme, Toukara Sophie Sunko, pour nous donner les enjeux de cette journée. Plus de 4 milliards de francs CFA, la somme est injectée dans la réalisation du projet d'urgence de production et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, une réponse aux problèmes d'insécurité alimentaire et une contribution à l'amélioration des chaînes de valeur agricoles. L'actualité, c'est aussi à Gao où la sécurité est de plus en plus renforcée par une patrouille de grande envergure qui mobilise tous les corps des forces de défense et de sécurité. Une initiative qui rassure davantage la population. De 20h à 6h du matin, tous les recoins sont fouillés. Nos envoyés spéciaux ont veillé pour l'ORTM. Reportage à suivre. Actualité hors de nos frontières, situation toujours tendue en Israël. Une semaine après l'attaque sans précédent du Hamas sur le pays, l'État hébreu s'apprête à lancer une offensive dans le nord de Gaza. Au même moment, l'Allemagne met en garde ses ressortissants qui souhaitent se rendre en Israël et au Liban. Les hommes de la rédaction se succéderont tout à l'heure pour décortiquer toute l'actualité internationale. Le sport sera aussi au menu de cette édition. Famoulou Djourté, bonjour. Bonjour Moussa Papa. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Eh bien, l'actualité sportive est dominée par le football avec notamment les matchs amicaux internationaux sur le continent. Vous le savez, le Mali a joué vendredi contre l'Ouganda et lors de cette rencontre, les Aigles du Mali ont perdu leur attaquant Ibrahima Koné, sorti sur blessure. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Nous décortiquerons tout cela dans la page sport. Ne bougez surtout pas, on vous retrouve dans une trentaine de minutes. Et puis à retrouver en fin de journal le point santé du jour qui s'intéresse à la santé bucco-dentaire. Comment éviter le risque de carie dentaire ou d'autres problèmes dentaires? Barakissa Ouattara et ses spécialistes nous donneront d'amples explications. Voilà pour le sommaire. Le tout sera décortiqué juste après cette bulle musicale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Parlons tout d'abord alimentation. Le Mali, en l'instar des États membres du Fonds mondial de l'alimentation FAO, célèbre demain, 16 octobre, la journée mondiale de l'alimentation. L'édition 2023 est placée sous le thème « L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissez personne de côté ». À l'occasion de cette journée, le ministre de l'Agriculture a livré un message dans lequel il met l'accent sur les enjeux de la journée et les grands défis liés à une bonne alimentation des communautés. La synthèse avec Sokona Kamisoko. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation est de nouveau marquée par la progression de la famine dans le monde. Cela s'explique par les crises sécuritaires et le changement climatique qui ont non seulement occasionné le déplacement des milliers de personnes, mais aussi la famine et la malnutrition. Face à ces défis, il est donc urgent que les pays membres de la FAO se mobilisent pour une solution durable. Lassine Damele, ministre de l'Agriculture. Avec des événements organisés dans plus de 150 pays par les bureaux de la FAO, les gouvernements, les autorités locales et d'autres partenaires, cette journée est l'une des plus importantes manifestations du calendrier des Nations Unies et a pour but de renforcer la sensibilisation et l'action en faveur de l'objectif faim zéro et en faveur des populations qui souffrent de la faim, de l'insécurité alimentaire et du manque de régime nutritif sain. On ne peut parler de l'autosuffisance alimentaire sans évoquer l'agriculture, un domaine qui, de nos jours, est le plus grand consommateur de ressources en eau douce de la planète et représente 70% de la consommation. C'est ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème « L'eau c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laisse personne de côté », le ministre Lassine Dambélé. Le 16 octobre 2023, la JIMA célèbre l'une des ressources les plus précieuses de la Terre. Je veux parler de l'eau. L'eau est essentielle à la vie et aux moyens de subsistance. En réduisant la faim et la pauvreté et en réalisant tous les objectifs du développement durable. La crise climatique
La croissance démographique, l'urbanisation, l'industrialisation et le développement socio-économique exercent une pression croissante sur les ressources en eau. Au Mali, au-delà de la journée, c'est tout le reste du mois qui est dédié aux activités en faveur de l'alimentation. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. C'est dans ce cadre que mon département, en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, organise conjointement la Journée mondiale de l'alimentation et la Journée internationale des femmes rurales le 26 octobre 2023 à Ouelessebou. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation marque le 78e anniversaire de la fondation de la FAO et le 44e anniversaire de sa présence au Mali. Restons dans le même registre de l'alimentation. Aujourd'hui est célébrée la Journée internationale de la femme rurale. Ce 15 octobre met en lumière le rôle et la situation des femmes des zones rurales tout en les célébrant. Pour en parler, nous sommes en direct avec la directrice de la promotion de la femme, Tunkara Sophie Soukor. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et d'entrée de jeu, pourquoi une journée de la femme rurale? Merci beaucoup. Vous savez, les femmes rurales sont plus que la moitié de la population de la femme au Mali. Quand on prend le monde rural, il y a à peu près 70%, plus de 70% représentent les femmes rurales. Les travaux au niveau du monde rural reposent essentiellement sur ces femmes-là. C'est pourquoi il y avait un moment une confédération internationale des producteurs agricoles qui, à la conférence nationale des femmes à Beijing en 1995, se sont posé cette question: pourquoi ne pas dédier une journée à ces femmes? Et justement, j'ai envie de savoir comment se porte aujourd'hui la femme rurale. Aujourd'hui, la femme rurale se porte de tout le temps à merveille, parce que ces femmes-là n'ont pas beaucoup de considération. Si je dis considération, elles veulent être dans leur environnement, être à l'aise dans leur environnement. Et dans ce cas, le gouvernement du Mali a pris beaucoup de précautions dans ce sens-là. Il y a eu la loi d'orientation agricole qui prend en compte ces femmes-là. Il y a eu aussi, avec l'adoption de la politique agricole, la loi sur le foncier agricole qui affecte au moins 15% de terre au moment des aménagements faits par l'État ou bien par les collectivités. Donc, il s'agit maintenant d'appliquer ces différentes lois-là pour que la femme rurale se sente mieux dans le monde rural. Mais est-ce que vous nous confirmez que la femme rurale n'a rien à envier à une femme urbaine? Non. La femme rurale, quand elle est dans sa considération, elle n'a rien à envier d'une femme urbaine. Pourquoi? Parce que c'est le travail qui paye chez elle. La femme rurale travaille sa terre si elle en a. Leur problème spécifique aujourd'hui, c'est l'accès à la terre. Parce que la terre, c'est leur moyen noble de travailler. Quand la femme a accès à la terre, elle a accès à tout. Aujourd'hui, par rapport à cette célébration, nous sommes à la 27e édition et elle est célébrée sous les signes de l'émergence politique des femmes rurales, facteur de leur autonomisation accrue. Un thème évocateur pour vous? Oui, c'est un thème évocateur. Pourquoi? Parce que l'autonomisation de la femme rurale repose sur tout ce qu'on vient de dire. Et puis, cette femme rurale, elle est considérée dans différentes filières. Le département n'est pas seul dans le développement de la femme rurale. Le département est avec l'agriculture, l'élevage, pêche, environnement. Tous ces départements-là contribuent quelque part à l'avancement de ces femmes-là. La femme rurale, c'est dans 4 grandes filières: l'agriculture, l'élevage, pêche, l'agroforesterie. Si on considère tout ça, donc tous les départements que je viens de citer œuvrent pour la bonne marche de l'autonomisation de la femme rurale. Dans le développement du pays, elles travaillent comme toute autre femme. Donc, leur participation politique
d'autonomisation. Parce que quand elles s'y mettent dans la politique, elles vont participer au développement local. Donc, elles vont participer à la diminution de la pauvreté dans la société, dans le monde rural, au niveau communautaire. Exactement. Et on voit que dans quelques minutes, vous allez déposer vos valises à Wélé-Sébougou pour la célébration de cette 27e édition de la femme rurale. Quelle est la particularité de cette édition? Cette année, on est à Wélé-Sébougou. D'abord, à cause de la crise, pour Wélé-Sébougou principalement parce que le département a construit un centre multifonctionnel pour les femmes rurales de Wélé-Sébougou. Mais ce centre n'a pas été inauguré. Donc, on a profité de la journée femme rurale pour faire la cérémonie à Wélé-Sébougou et en profiter pour inaugurer ce centre multifonctionnel. Et à cela, on a voulu être dans le reboisement aussi cette année. On va lancer le reboisement par les femmes rurales dans toutes les régions du Mali à Wélé-Sébougou. Parce que, à côté du centre multifonctionnel, les femmes ont un espace pour le périmètre maraîcher. Donc, on va lancer le reboisement à ce niveau. La cérémonie phare, c'est le 26 à Wélé-Sébougou. Mais avant la cérémonie phare, on va faire des conférences. On va faire la situation, le bilan sur la situation de la femme rurale aussi et les perspectives pour l'année 2024. La situation des femmes rurales, j'imagine que vous allez parler surtout des défis auxquels elles sont confrontées, n'est-ce pas? Il s'agit de ça. Si on parle du bilan, obligatoirement, on ne peut pas occulter les défis. Qui sont? Donc d'abord, l'analphabétisme qui est là, parce que les formations continues ne se font plus à ce niveau. Quand on prend d'une manière globale, les femmes rurales ont eu beaucoup de formations et dans beaucoup de domaines aussi. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup qui reste à faire concernant leur accès à la terre, leur accès au crédit, leur accès aux intrants agricoles, même l'accès à l'eau aussi. C'est un problème pour les familles. Merci beaucoup, Madame la directrice de la promotion de la femme Tunkara, Sophie Souko. Merci beaucoup. 13h12, registre agricole, toujours lancement hier des activités du projet d'urgence de production et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, PUPSAN. Ce projet, d'un coût de plus de 4 milliards de francs CFA, est financé par la Banque africaine de développement BAD. Ce projet vise à relever les défis de la fragilité économique avec un domaine prioritaire unique axé sur l'amélioration des chaînes de valeur agricoles et faire face aux problèmes d'insécurité alimentaire. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de l'Agriculture, accompagné du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Mamadou Fane. L'insécurité alimentaire est devenue une préoccupation croissante à travers le monde. Le projet d'urgence de production et de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali PUPSAM, qui vient ainsi d'être lancé, est une réponse des autorités maliennes pour atténuer les effets de cette insécurité alimentaire sur les populations tout en réduisant la hausse des prix des denrées alimentaires. Draman Diara, coordinateur du projet PUPSAM. Le projet se décline en 3 grandes composantes. La première composante, c'est autour en tout cas de l'accès amélioré à des semences de qualité, et environ 1027 tonnes de semences. La deuxième composante, c'est autour de l'accès à des engrais de qualité et en temps pour l'exploitation de ces semences. Et la troisième composante, c'est par rapport à la bonne gouvernance, puis aussi la mise en œuvre, en tout cas, de toutes ces activités sur le terrain. Ce projet d'une durée de 18 mois couvre 11 régions du Mali et le district de Bamako. Il est financé par la BAD à plus de 4 milliards de francs CFA, dont plus de 2 milliards en dons. Ahmed Salim Ndiaye, représentant par intérim de la BAD au Mali. Compte tenu du caractère urgent de l'initiative, les opérations de cette facilité ont été traitées avec beaucoup de souplesse et de flexibilité à travers la simplification du rapport d'évaluation du projet par le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement, la signature diligente des accords de financement entre le groupe de la Banque et la République du Mali.
Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. Ce projet contribuera à réduire les effets de la crise alimentaire, améliorer les moyens de subsistance de 35 274 producteurs et leurs familles, soit environ 222 000 personnes, à travers l'acquisition et la distribution de 1027 tonnes de semences climato-résilientes sélectionnées, 682 tonnes de NPK, 200 tonnes de DAP, 1352 tonnes d'urée. En plus des actions en matière de réforme politique visant à améliorer la politique sémencière, des actions seront menées en vue de renforcer le système d'acquisition et de distribution des engrais. Le lancement de ce projet va renforcer la résilience des ménages dans les zones d'intervention du projet. Suivons à présent le périple de Madame le ministre de la Santé et du Développement social dans la région de Ségou. Hier, colonel Assa Badialo Touré était à Markala. Sur place, elle a rendu visite à la doyenne de la ville et s'est informée des conditions de fonctionnement du centre de santé de référence de Markala. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Ségou, Modibo Mariko et Aboubakar Traoré. À Markala, les Sogolons, rythme et danse locale ne résonnent pas seulement pour les cérémonies de mariage et autres fêtes annuelles de la ville. Les Markalais s'en servent aussi pour accueillir les hôtes de marque, surtout lorsqu'ils viennent pour les honorer. Le ministre de la Santé et sa délégation sont à Kirango Bamananki, non seulement pour rendre visite à la femme la plus âgée de la ville, Mme Awa Boare, âgée de 111 ans, mais aussi pour rendre les honneurs aux notabilités. Des notabilités qui, pour l'occasion, lui ont fait part de leur seule préoccupation du moment, la réhabilitation de la mort du CCRF de Markala, qui a besoin d'un local plus adapté avec des équipements frigorifiques. Une doléance qui s'ajoute à celle faite aussi par les médecins-chefs, qui se résume à l'insuffisance des ressources humaines qualifiées et des matériels roulants. Le ministre de la Santé a fait le constat de ses besoins en visitant les laboratoires du CCRF, la salle d'accouchement et d'hospitalisation, le bloc administratif, pour ne citer que cela. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Je tiens d'abord à féliciter le médecin-chef. On est venu trouver un établissement, malgré tout, qui est très propre, très bien entretenu, avec le personnel vraiment engagé, qui apporte secours à Ségou. Ça, c'est un grand plus. Donc, on les félicite pour ça. On a recensé les problèmes, on a des insuffisances qu'on a recensées. Aux gens ici à Markala, c'est de continuer sur cette même lancée. C'est-à-dire le plus important, quand on dit à quelqu'un félicitations, il ne faut pas que le lendemain on dise que vraiment vous avez échoué. Donc de continuer sur cette lancée, de continuer à être engagé, de continuer à bien travailler. Ce qui concerne ceux qui manquent, nous aussi on va jouer notre partition pour les aider. Les CCRF, selon le médecin-chef de Markala, compte aujourd'hui 12 médecins, parmi lesquels 4 spécialistes, 7 infirmiers et 8 assistants médicaux. Direction Gao, l'action des forces de défense et de sécurité saluée par les populations. Tous les soirs, une patrouille de grande envergure mobilise tous les corps des forces de défense. Le but, renforcer la protection des personnes et leurs biens. Une initiative fortement saluée dans la cité des Askia. Récit de nos envoyés spéciaux Ibrahim Traoré, Abdoulaye Sako, Sidiki Balo, avec le concours de la DIRPA. Patrouille de grande envergure dans la cité des Askia. C'est l'une des actions phares sur le théâtre est de l'opération Maliko. Elle mobilise chaque soir tous les corps des forces de défense et de sécurité. Il est 20h, c'est parti pour une opération qui va durer jusqu'à 6h du matin. Une dizaine de véhicules sillonnent la ville et ses alentours. L'objectif pour le chef de patrouille est de sensibiliser et de rassurer davantage les populations de Gao. Adjudant-chef Inawelan Isiaka, chef de patrouille. C'est pour vous rassurer, même si sans que l'heure n'est pas arrivée, même si l'heure est arrivée, que nous sommes là pour votre sécurité. Les points stratégiques, coins et recoins de la ville sont quadrillés. À 22h, débute le couvre-feu instauré dans la cité depuis le 9 septembre dernier. Notre périple avec la patrouille prend fin au niveau du quai où est accosté le bateau Kankou Moussa. Les chefs militaires affichent leur satisfaction. Adjudant-chef Inawelan Isiaka, chef de patrouille. Depuis que ça a commencé, ça donnait fruit. Ça donnait fruit, tout le monde les sait. Le message que j'ai pour la population, c'est pour dire toujours que nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour eux, ils n'ont qu'à nous faire confiance. Et tant qu'on vit, on va faire notre mieux pour eux. Donc s'ils voient quelque chose qui ne va pas, ils n'ont qu'à nous avertir vite. Adjudant de police Bakari Dambélé, commissariat du 2e arrondissement de Gao. Ça fait partie de notre mission régalienne, la production des personnes et leurs biens. Nous lançons un appel très sincère à l'ensemble de la population de Gao. Nous sommes là pour eux. On ne peut pas avancer sans eux. S'il y a quelque chose qui est là, ils peuvent nous informer
à travers les différentes unités. Pas d'incident majeur rencontré. À l'instar de Gao, ces opérations de patrouille sont menées dans toutes les grandes villes du théâtre Est, qui couvrent les régions de Gao, Menaka et Kidal. Gao, Ibrahima Traoré, Sidiki Balou et Abdoulaye Sako avec le concours de la DIRPA pour l'ORTM. Ouvrons à présent une large fenêtre sur l'actualité internationale. Une semaine après l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël, l'État hébreu s'apprête à lancer une offensive dans le nord de Gaza. Les ennemis d'Israël, à commencer par le Hezbollah libanais, assurent être prêts à intervenir. Donc Sissoko, bonjour. Bonjour Moussa Papa Hydra. Vous suivez ce dossier important pour nous. Alors, face au risque d'embrasement de la région, plusieurs pays tentent de se poser en médiateur. En tournée éclair dans la région pour apporter son soutien à Israël et demander à ses interlocuteurs arabes de tourner le dos au Hamas, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a félicité le Qatar. Le pays cherche en effet à se poser en médiateur pour tenter de faire libérer des otages, dont des Américains. Le contact est facilité par le fait que Doha abrite plusieurs membres de l'organisation, mais en aparté, le chef de la diplomatie américaine reconnaît qu'il serait temps que cela change. Au même moment, samedi 14 octobre, la Chine proposait aussi ses bons offices et envisage de désigner un envoyé spécial dans la région la semaine prochaine afin de promouvoir un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le Hamas, ainsi que des pourparlers de paix. Pékin s'est déjà illustré en jouant avec succès les médiateurs entre l'Iran et l'Arabie saoudite. L'action d'Israël à Gaza après l'attaque du Hamas au-delà du domaine de l'autodéfense. Le gouvernement israélien doit cesser de punir collectivement les Gazaouis, a cependant déclaré le ministre des Affaires chinois, Wang Yi, dans des propos diffusés ce dimanche. Moscou aussi entend jouer ce rôle. Vladimir Poutine l'a dit vendredi. Le numéro 2 de la diplomatie russe, Mikhail Bogdanov, a précisé samedi qu'il n'excluait pas de rencontrer des représentants du Hamas au Qatar. Vous l'aviez dit, nous, Sissoko, eh bien, la situation des hommes de médias nous intéresse également, puisque dans cette guerre entre Israël et le Hamas, les journalistes aussi payent un lourd tribut. Parmi les milliers de victimes du conflit qui opposent Israël au Hamas, il y a des journalistes qui couvrent cette guerre. Depuis le début des affrontements, au moins 12 d'entre eux ont été tués, 2 ont disparu. Vendredi, Issam Abdallah, un caméraman de l'agence Reuters, est mort dans une attaque près de la frontière du Sud-Liban, où il documentait les tensions entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Moussa Papa Haïdra, le CPJ, Comité pour la protection des journalistes, rappelle les belligérants à leurs obligations, celle de préserver la vie de tous les civils, journalistes compris. Merci beaucoup. Nous avons un autre journaliste qui suit ce dossier, mais à partir de notre rédaction. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Moussa Papa Hydara. Eh bien, nous restons dans le même registre, mais l'Allemagne met en garde ses ressortissants qui souhaitent se rendre en Israël et au Liban. Cette mise en garde a été faite ce dimanche par le ministre allemand des Affaires étrangères. C'est le plus haut niveau d'avertissement émis par le gouvernement. Dans sa déclaration, il a aussi indiqué qu'il ferait tout son possible pour aider les citoyens allemands souhaitant quitter Israël ou les territoires palestiniens. Et sur le même sujet, l'Organisation mondiale de la santé envoie du matériel médical pour Gaza en Égypte. Ce matériel médical couvre les besoins de 300 000 personnes dans la bande de Gaza. Il a été acheminé hier vers l'aéroport égyptien d'Al Arish près de l'enclave palestinienne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les équipements pourront être livrés une fois que l'accès humanitaire pourra être établi via le poste frontière de Rafah à la frontière avec l'Égypte dans le sud de la bande de Gaza. L'OMS a exhorté à une couverture immédiate de ces postes frontières pour permettre la livraison de nourriture, de carburant, d'eau et autres équipements essentiels de survie. Autre actualité, Bourama Traoré, le FMI annonce la hausse des contributions et la création d'un 3e siège pour l'Afrique. Ces 2 points faisaient partie des objectifs affichés des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui s'achèvent ce dimanche à Marrakech au Maroc. Il y a eu un accord sur un accroissement significatif des quotas d'ici à la fin de l'année, a déclaré lors d'une conférence de presse Nadia Calvino, la ministre espagnole de l'économie qui préside le comité financier du FMI. Bien que la répartition des votes n'ait pas été modifiée, le FMI a accepté d'élargir son conseil d'administration de 24 à 25 membres afin de donner un siège supplémentaire à l'Afrique qui en détenait jusqu'à présent 2.
Au Sénégal, hier, c'était la rentrée parlementaire qui a été marquée par la division du groupe d'opposition Yewwi Askan Oui. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Oui a perdu 14 députés issus du mouvement Taxe Oui Sénégal. Leur démission change des équilibres au sein de l'hémicycle. À cause de notre départ, le groupe va perdre en influence avec 4 postes au moins au sein du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, a déclaré Bouakar Abambaye, député Taxe Oui, dans une déclaration à la presse. Ces démissions n'ont pas d'impact ni sur le groupe parlementaire, ni sur la coalition. L'essentiel n'est pas d'obtenir des postes au sein du bureau, mais de pouvoir défendre nos concitoyens dans l'hémicycle, répond Tidjane Youm, président de la coalition Yewwi Askan Oui. Du Sénégal partant au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie lance un fonds de solidarité face à une situation financière très difficile. Ces fonds de solidarité seraient financés selon le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie par des prélèvements sur les hydrocarbures, les redevances des opérateurs de télécommunications titulaires d'une licence dans le pays. Pour alimenter ces fonds, il y aura un prélèvement de 10 francs CFA par ticket de transport terrestre, comme les péages par exemple. Les entreprises, ONG et les programmes de développement seront également mis à contribution. Un appel est également lancé à la diaspora nigérienne. Il y a 2 jours, les ressortissants nigériens vivant au Togo ont remis 100 millions de francs CFA au CNSP. Une autre donation de 10 millions de francs CFA a été faite par la diaspora nigérienne de Dubaï. Avec vous, terminons par l'actualité gabonaise. Les opposants Mike Djoktan et Terence Nyambou ont été remis en liberté provisoire. Ces anciens candidats à la dernière élection présidentielle ont passé 39 jours en prison à Oyem dans le nord du Gabon. Ils avaient été arrêtés le 5 septembre dernier. Mike Djoktan et Terence Nyambou s'étaient désistés afin de faire bloc derrière les candidats consensuels de l'opposition, Albert Ondo Ossa. Ils tentaient de se rendre en Guinée équatoriale pour remettre un message au chef d'État des pays membres de la CAC. Ceux-ci s'y étaient réunis pour examiner la situation gabonaise suite au coup d'État du 30 août qui a renversé le régime d'Ali Bongo. Merci beaucoup, Brahma Traoré, pour toutes ces informations. Je me tourne à présent vers vous, Mohamed Sangaré. Bonjour. Bonjour, Moussa Popaïdra. Et vous vous intéressez à l'actualité soudanaise. Une guerre fratricide oppose depuis le 15 avril l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide de son ancien adjoint. Les combats ont eu lieu principalement dans la capitale Khartoum et dans l'ouest du pays au Darfour. Eh bien, Mohamed, ces dernières semaines, de nouveaux fronts se sont ouverts, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il faut d'abord rappeler que le Soudan est toujours coupé en deux. L'armée contrôle les provinces de l'Est, du Nord et du Sud et les paramilitaires contrôlent l'Ouest. Et ces dernières semaines, de nouveaux fronts se sont ouverts, notamment dans les corps d'enfants, Nord et Sud, ainsi que dans l'état d'Al-Zazira où se sont installés de nombreux réfugiés. La semaine dernière, les forces de soutien rapide ont pris contrôle d'une plateforme de production de brut située dans la région d'Al-Alafoun, une zone localisée à environ 30 km au sud-est de Khartoum. L'infrastructure est d'une importance stratégique pour l'État car c'est l'une des 4 stations de pompage de pétrole dont dispose le Soudan. 6 mois après le début du conflit, les deux belligérants campent sur leur position et les différentes médiations n'ont pas abouti. Le risque aujourd'hui, explique un chercheur, est que le général Al-Burhan annonce un nouveau gouvernement depuis l'est du pays, auquel cas son rival, le général Al-Mehdi, a déjà annoncé qu'il ferait de même et le pays serait alors coupé en deux avec 2 gouvernements. Moussa Popaïdra. Merci bien, Mohamed Sangaré, tout à l'heure sur l'actualité au Soudan. En Tunisie, Human Rights Watch signale la reprise des expulsions de migrants vers la frontière. Près d'une centaine de migrants subsahariens auraient été expulsés collectivement par la garde nationale tunisienne vers les frontières algériennes entre le 18 et le 20 septembre. Ces migrants ont été interceptés en mer lors d'une traversée irrégulière vers l'Europe. La Keïta, eh bien, c'est un nouveau rebondissement sur la question migratoire en Tunisie, n'est-ce pas? Tout à fait, Moussa Papa Aïdara. Après 2 faits majeurs, à savoir l'expulsion forcée de près de 1300 migrants vers le désert tuniso-libyen et la mort de 27 de ces migrants, l'ONG Human Rights Watch lève la voix pour dénoncer un nouveau durcissement des autorités tunisiennes face à l'afflux des migrants dans le pays.
Aucune confirmation des autorités tunisiennes pour le moment, mais elle annonce quand même l'interception de près d'une dizaine de tentatives de départ en mer, sans compter de nombreuses arrestations aux frontières terrestres. Après l'ONG Human Rights Watch, le Forum des droits économiques et sociaux a confirmé que certains migrants interceptés en mer avaient été transportés sur place, qui étaient coincés dans les villes de Kiev et de Tajiroun au nord-ouest tunisien, faisant frontière avec l'Algérie. Il faut signaler que les autorités tunisiennes ont lancé une politique de renforcement des contrôles sur tous les transports collectifs vers le sud-ouest. C'est là pour empêcher l'arrivée massive des migrants à Sfax, ville stratégique pour atteindre l'Europe. Au même moment, le président Kais Saied refuse les 105 millions d'euros fonds de l'Union européenne pour lutter contre la migration irrégulière. Il précise que c'est une forme de charité qui ne respecte pas l'accord d'entente signé à Tunis ainsi que l'esprit de la conférence de Rome en juillet. Actuellement, les prisons tunisiennes sont bondées face à la multiplication des arrestations. Selon les statistiques, au total, près de 8000 migrants ont été arrêtés par la garde nationale en septembre sur un bilan de 2 semaines, dont plus de 4000 arrêtés pour entrée illégale sur les frontières terrestres. 13h30. Eh bien, la trentaine de minutes est bien respectée en recevant dans ce studio encore une fois Famorou Djorté. Eh bien, on parle football. Ibrahim Koné, l'attaquant des Aigles du Mali, pourrait rater la CAN 2023, Famorou. Même si ce n'est pas encore officiel, il y a de fortes chances qu'il manque la plus grande messe du football continental. Sorti sur blessure lors du match amical entre le Mali et l'Ouganda disputé le vendredi 13 octobre, Ibrahim Koné a été immédiatement évacué à l'hôpital du Mali, puis à la clinique Pasteur de Bamako pour des soins pointus. Dans chacun de ces établissements hospitaliers, l'attaquant des Aigles est accompagné du médecin de l'équipe nationale Alidou Maïga. Après les examens médicaux effectués par les spécialistes, les résultats relèvent une luxation associée à une fracture de la malléole interne du tibia droit. Alors, par la suite, l'international malien a passé la nuit à la clinique très réconforté. Il a rejoint son club Almeria en Espagne ce samedi où il recevra d'autres soins médicaux plus approfondis en compagnie du docteur Alidou Maïga. Normalement, il doit être opéré ce lundi 16 octobre en Espagne. Un message de soutien et une photo regroupant ses coéquipiers en compagnie des joueurs de l'équipe de l'Ouganda tenant son maillot du match lui a été transmis à la fin de la rencontre remportée par les Aigles 1-0. Alors, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore la nature de la blessure de Falaï Sako, lui aussi sorti sur blessure dans la même rencontre. Et je rappelle juste que les Aigles du Mali jouent ce mardi 17 octobre contre l'Arabie Saoudite au Portugal. Et c'est toujours dans le cadre des rencontres amicales internationales. On espère qu'ils se rétabliront très vite. Eh bien, les rencontres amicales internationales se poursuivent également sur le continent. Oui, le public ivoirien a eu droit à un avant-goût de la CAN 2023. L'opposition entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, un but partout, a ravi plus d'un. À Abidjan, les éléphants ont rapidement rassuré le public venu nombreux au stade Félix Houphouët-Boigny avec l'ouverture du score de Sébastien Aller en première partie. Et dominés par les Ivoiriens, les Lions de l'Atlas ont lutté pour égaliser grâce à Ayoub El Kabi à la 82e minute. Et puis avant d'affronter Madagascar, le Bénin a échappé depuis à la défaite face à la Sierra Leone ce samedi. C'est Cédric Outondi à la 99e minute, 9 minutes de temps additionnel, qui a sauvé les Guépards. Et la Sierra Leone avait pris le pas en ouvrant le score par l'intermédiaire de Bouya Touré à la 32e minute. La Mauritanie s'est imposée contre Madagascar à 2-1. Après avoir mené au score jusqu'à la pause, les Mourabitoun font le break à la 73e minute. Les Malgaches réduiront le score dans le temps additionnel. Les hommes d'Amir Abdou enchaînent une 3e victoire consécutive, de quoi se donner de la confiance avant la CAN. Et Madagascar de son côté ne gagne plus depuis 4 matchs, 3 défaites, 1 match nul. Et enfin le Niger s'est imposé devant la Somalie par 3-0. C'était également ce samedi. Éliminatoire du mondial féminin des moins de 20 ans, les Maliennes sont qualifiées pour le prochain tour. Oui, l'équipe nationale des moins de 20 ans est qualifiée pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe du Monde
monde de sa catégorie. Vainqueur au match aller 1-0, c'était en Algérie au lieu de 26 mars, comme je l'ai dit ce matin. Les filles du Mali ont perdu 2-1 au retour face à leur homologue algérienne. Malgré cette courte défaite, la sélection nationale junior est qualifiée pour le prochain tour grâce à la règle de but à l'extérieur. Pour rappel, la phase finale de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans est prévue du 31 août au 22 septembre 2024 en Colombie. Et je rappelle encore, la double confrontation Mali-Algérie s'est déroulée en Algérie grâce à l'implication des deux fédérations. Merci beaucoup Famourou pour toutes ces explications sportives. Eh bien, je vous souhaite un très bon après-midi. La suite de ce journal, juste après ceci. Focus Santé. Focus aujourd'hui sur la santé bucco-dentaire. Eh bien, la majorité des Maliens, pour ne pas dire la population mondiale, a la plaque dentaire, un phénomène pas donc rare. Cette couche collante se trouve dans la bouche de tout le monde et provient des aliments que nous mangeons. La plaque dentaire s'accumule avec le temps et augmente le risque de carie dentaire ou d'autres problèmes dentaires. Comment éliminer ou tout simplement éviter la plaque dentaire? Barakissa Ouattara et Sidiki Balou. Comme beaucoup de Maliens, il a fallu une douleur atroce au niveau de la gencive de Bakary Berté, un patient rencontré sur place pour qu'il vienne se faire consulter au Centre national de dentostomatologie. Le diagnostic lui a révélé des plaques dentaires, mais avec le temps, les plaques se sont endurcies et se sont transformées en tartre. Dr Alfousséni Touré, médecin stomatologiste et chirurgien maxillofacial au CHU Sénos. Les plaques dentaires généralement, ça se forme quand vous consommez les aliments. C'est-à-dire vous avez des aliments qui sont riches en sucre, des aliments qui sont collants. Donc généralement quand vous consommez, l'hygiène bucco-dentaire doit être au rendez-vous. Si toutefois il y a l'absence de ça, ces plaques-là aussi vont se former, ils vont s'installer dans la durée. Et quand ils s'installent dans la durée, au tout début, ces plaques, on peut les enlever facilement. Mais une fois que ça dure, ça va se durcir. C'est là où en ce moment on va parler de d'autres technologies médicales qu'on appelle les tartres. D'autres facteurs de risque comme la prise de médicaments peuvent aussi favoriser l'accumulation des plaques dentaires. Dr Alfousséni Touré, médecin stomatologiste et chirurgien maxillofacial au CHU Sénos. Il y a des personnes qui peuvent développer la sécheresse buccale qui sont liées à des pathologies, d'autres non, c'est-à-dire liées à la prise de certains médicaments, tels que les médicaments qui concourent c'est-à-dire les médicaments prescrits lors des pathologies de type épileptique. D'accord, ces médicaments-là agissent sur la sécheresse, la cavité buccale et ça rend la cavité buccale sèche. Les conséquences de la plaque dentaire peuvent aller d'une simple irritation de la gencive à une perte progressive des dents. Dr Alfousséni Touré. Les conséquences les plus probables, c'est que c'est des microbes qui vont transformer les restes d'aliments que vous allez laisser si toutefois vous ne vous nettoyez pas la cavité buccale régulièrement. Les résidus de ces aliments sucrés seront transformés en acides. D'accord? Et ce sont ces acides-là qui vont agir sur les tissus durs de la dent. Par exemple, un patient qui fait de cardiopathie. Donc les cardiopathies sont là, les néphropathies, pour ne pas citer que ces deux pathologies. Donc la dent peut être source d'infection. Et ces sources d'infection peuvent prendre son départ à travers la plaque dentaire. Tant qu'on consomme des aliments, les plaques se formeront. Il est donc conseillé de se brosser les dents dans une fréquence modeste de 2 fois par jour. Dr Alfousséni Touré. Là, en ce moment, il faut faire du nettoyage continu. C'est-à-dire après, l'idéal c'est après chaque repas, il faudrait nettoyer votre cavité buccale. Vous convenez avec moi, ça serait difficile aussi chaque fois que vous vous promenez avec votre brosse à dents. C'est la raison pour laquelle les gens ont convenu de faire au moins de les répartir en fonction de nos besoins, donc au minimum 2 fois par jour. Sinon l'idéal c'est après chaque repas qu'il faut nettoyer. Attention, les brosses à dents ne peuvent enlever que les plaques initialement installées. Une fois que ces plaques durcissent, difficile de les enlever. Dans ce cas, il faut l'intervention d'un spécialiste qui procédera au détartrage. Tout compte fait, tartre ou pas, un nettoyage bucco-dentaire est fortement conseillé au moins tous les 6 mois, soit 2 fois par an pour tout individu. Seul moyen de maîtriser son hygiène bucco-dentaire et éviter toute complication liée aux dents. Focus Santé.
Une chronique en rediffusion que nous proposait Barakissa Ouattara. 40 minutes pile d'informations. Moussa Papa Aïdara a pris un grand plaisir à vous présenter ce journal. Mise en onde bien assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Réalisation Lassina Keita. Le tout coordonné par Bourama Traoré. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h30. Mais tout de suite, vous allez retrouver toute l'actualité de la semaine avec Famourou Djourté. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire quoi qu'il arrive et à très bientôt sur le RTM.